Ce sera hélas un fiasco au niveau de la production, un petit peu mérité, il faut l'avouer. Le deuxième film raconte comment Arthur a été initié au monde des Minimoys et donc à la nature pour préparer son retour auprès de sa princesse. Hélas, ses parents, qui viennent de se rappeler qu'ils sont ses parents, décident de partir immédiatement chez eux. Il va donc s'enfuir, ayant reçu un appel au secours, et retourner là-bas pour découvrir que personne ne l'a appelé à l'aide, si ce n'est Malthazar. Le troisième se concentre sur la quête d'un moyen pour Arthur de revenir à sa taille normale pour combattre Malthazar et son armée géante qui attaque notre monde. Pas grand chose de neuf en ce qui concerne l'esthétique, puisque faisant partie d'une trilogie, les films sont faits pour coller à ce qui a été vu dans le premier. Mais niveau narration, cette fois, il y a clairement un mauvais travail. Le deuxième film est d'un vide abyssal, alors que le troisième est surchargé. Chaque film adapte un livre, mais justement, le passage par un traitement de scénario pourrait être l'occasion de rééquilibrer tout ça. La vengeance de Malthazar perd un temps fou à faire de l'exposition. Les épreuves de Arthur ou la façon qu'a eu Sélénia de se préparer à sa journée sont des récits sans intérêt, en tout cas pas illustrés d'une façon aussi complète. Ça devrait prendre quelques lignes de dialogue, pas 10 minutes. On ouvre sur 5 minutes qui nous montre comment les Minimoys préparent le repas de fête d'Arthur. Je sais, invitation au rêve des enfants et montrer comment chacun se prépare dans son coin est amusant, mais c'est beaucoup trop long. Paradoxalement, il y a tellement d'actions différentes à courir dans l'autre volet qu'on frôle la surcharge. Certaines se répètent un peu, et des scènes qui auraient mérité un peu plus de temps à l'écran, comme l'attaque de Daisy Town par les moustiques, semblent passer assez vite. Ça donne le sentiment qu'ils ont été faits dans la précipitation, ce qui est un peu vrai parce que Besson voulait surtout éviter que Freddie Highmore ne grandisse entre les deux films. Mais là c'est tout de même dommage, d'autant que le 3 serait très bon s'il était juste un peu plus digeste. On est par contre cette fois clairement dans le message écolo basique qu'on fait bouffer aux gosses dans chaque film jeunesse récent, ou au choix un conflit manichéen pas forcément beaucoup plus intéressant, d'autant que c'est toujours le même ennemi. Mon vrai regret, c'est qu'alors que la relation entre Arthur et Sélénia devait être centrale, ils se séparent dans le feu de l'action et ne se retrouvent pas en fin de film, pas même en s'observant l'un l'autre depuis sa fenêtre. Besson semble pourtant très fier de sa trilogie, en témoignent les références à Star Wars et ce jeune George Lucas qui interviewe Darkos, qui montre que pour Luke, c'est sa grande trilogie. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. En France, les films font 3,8 millions et 3 millions de spectateurs respectivement, ce qui est énorme, mais comparé au succès du premier, la chute semble lourde. Pas autant qu'à l'étranger cela dit, où les films font 7,8 millions et surtout 30 millions pour le dernier volet, ce qui provoque des pertes sèches pour EuropaCorp. Mais encore une fois, nous parlerons production plus tard. En 2010, il sort Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, avant la sortie du troisième volet d'Arthur. Adapté pour la première fois de l'œuvre d'un autre, le dessinateur de BD Tardy, le film raconte les exploits d'une Indiana Jones en jupe longue du début du siècle, jouée par Louise Bourgoin, partie en Égypte récupérer la momie d'un médecin, Patmosis, afin que le professeur Espérandieu utilise ses pouvoirs pour la ranimer et qu'il puisse soigner la sœur d'Adèle, Agathe, mise dans un état végétatif à cause d'une broche enfoncée dans le crâne. En 2011, The Lady arrive dans les salles obscures après un tournage clandestin. Le film retrace le combat politique de Aung San Suu Kyi, incarné par Michelle Yeoh, leader du mouvement démocratique en Birmanie, pays soumis à une dictature militaire par un fou. Fille d'un dirigeant assassiné, elle part en Angleterre et épouse Michael Harris, joué par Daniel Day-Lewis. Elle revient dans son pays au moment où éclatent des manifestations étudiantes réprimées par des tirs à balles réelles sur la foule, et face aux exactions du pouvoir en place, va lutter pour un changement de politique, jusqu'à devenir le chef du parti d'opposition, ce pourquoi elle sera assignée à résidence pendant plus de 10 ans. Un film militant qui avait pour but de la mettre sur le devant de la scène, un peu tombé à l'eau quand Suu Kyi a été libérée 2 semaines avant la sortie du film. En 2013, enfin sort Malavita, adaptation du livre de Tonio Benacquista. L'histoire de la famille Manzoni dont le père est joué par Robert De Niro. Après qu'il ait survécu à une tentative d'assassinat lors d'un barbecue, il balance tout son clan. Lui et sa famille rejoignent le programme de protection des témoins du FBI, mais ayant du mal à se défaire de leurs habitudes de criminels, ils changent régulièrement de maison jusqu'à atterrir à Chalon-sur-Avre, en Normandie, mais sont toujours recherchés. Adèle Blanc-Sec est une adaptation intéressante, car la bande dessinée a beaucoup fait pour le style et le cadrage de Besson. On notera un gros travail sur les costumes, mais surtout sur les maquillages des personnages. 3 bénéficient en effet de prothèses pour mieux rendre les visages anguleux et boursouflés du dessinateur. Dieu le veut, joué par Mathieu Amalric, personnage hilarant suintant la haine à des kilomètres, Espérandieu, joué par Jacqueline Hercessian, le professeur fasciné par le monde des morts et qui parvient à les ramener à la vie, et l'inspecteur Caponi, joué par Gilles Lelouch, qui essaye désespérément d'entretenir son surpoids pendant tout le film. The Lady est encore différent, c'est la première fois qu'il essaye à ce point de coller à la réalité. La maison de Suu Kyi en Birmanie a été entièrement reconstruite en Thaïlande, allant jusqu'à être orientée de la même façon que l'original pour avoir le même coucher de soleil. Idem pour la maison d'Oxford en Angleterre, reproduit en studio avec les mêmes meubles de la même marque et placés aux mêmes endroits dans la maison. Un travail de fourmi, un tournage clandestin, où Besson allait lui-même filmer les plans de la capitale Rangoon pour y incruster en post-production des acteurs, et un contraste très étudié entre les couleurs chaudes et généreuses de l'Asie et le gris terne de l'Europe. Comme dans tous les autres films, on retrouve bien sûr l'utilisation du grand angle et de nombreux plans zénithaux. Malavita est pour le coup le moins Besson des films Besson. Là aussi, mêmes objectifs et mêmes angles, mais cette fois-ci ce qui est filmé est tellement banal qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Ah si,
Je ne sais pour quelle raison, sans doute l'hommage aux films de Scorsese et particulièrement Les Affranchis, lui et son chef opérateur depuis Nikita, Thierry Arbogast, ont décidé d'utiliser une pellicule Kodak particulière qui donne une teinte jaune dégueulasse aux peaux des personnages. Non, ça n'a rien à voir avec le procédé utilisé par Jean-Pierre Jeunet sur ses films. Un œil expérimenté sait faire la différence entre une pellicule plongée dans un bain de produits chimiques pour la teindre uniformément et une pellicule qui a une gestion des couleurs un peu différente. Il y en a une dans laquelle c'est esthétique et l'autre dans laquelle c'est moche. Bon, d'accord, c'est tout à fait personnel comme jugement, je l'avoue. Je déteste cette pellicule! Besson va surtout travailler le style et la sélection musicale. Combien de réalisateurs auraient eu l'idée de mettre du Gorillaz sur une arrivée de mafieux à la gare? Pour expliquer cette absence de Besson, il faut surtout se rappeler que le film à la base ne devait pas être un de ses projets personnels, ça devait être une production EuropaCorp, et c'est quand il a vu que le casting devenait si imposant qu'il s'est dit qu'il ne pouvait pas le confier à quelqu'un d'autre. Il faut dire aussi que l'histoire d'Américains qui débarquent en Normandie pour un Normand qui est parti en Amérique, ça avait forcément de quoi l'intéresser. Et il n'empêche, il manque clairement la patte de Besson sur l'histoire. Le film est ponctué du début à la fin par la narration de Giovanni, le héros, qui est assez classique en cas d'adaptation de romans biographiques, même fictifs. Il faut aussi un peu chercher pour trouver la femme forte et fragile à la fois. Si c'est censé être la mère, je ne vois pas quelle est la faiblesse, et si c'est la fille, n'importe quelle pétasse de 16 ans serait prête à se jeter d'une église pour un chagrin d'amour, donc c'est pas très évident non plus. C'est assez clair qu'il a vu dans ce film qui transpose l'histoire des grands films mafieux dans l'ouest de la France l'occasion de rendre un hommage à Scorsese, qui produit d'ailleurs le film, et qu'il a simplement voulu se faire plaisir, ce qui n'a rien d'une faute grave, mais donne un film un peu bancal. Avec The Lady, par contre, c'est la première fois que Besson fait une biographie. Le Grand Bleu était un hommage, et Jeanne d'Arc ne rentre pas vraiment dans cette catégorie, puisque les visions l'intéressaient plus que l'histoire. Bien sûr, certains passages sont romancés, pour renforcer l'impact d'une scène, comme lors de l'assassinat du père de Sookie, ou au contraire, pour l'atténuer. Certains crimes de guerre commis par l'armée birmane étaient en effet tellement atroces que selon Besson, ils auraient paru complètement farfelus et exagérés au public français. Il serait difficile de ne pas comprendre ce qu'il a tiré dans cette histoire. Outre le fait de créer l'événement et de remettre Sookie sur le devant de la scène, y a-t-il femme plus forte et plus fragile sur Terre? Dans Adèle Blanc-Sec, nous sommes introduits à l'univers et au personnage par un narrateur qui ouvre le film pour ne jamais revenir cependant. On retrouve en partie la narration éclatée de Subway, passant d'un protagoniste à l'autre. On a parfois reproché à la Adèle du film d'être plus sympathique que celle de la BD, ce qui correspond mieux à l'orientation clairement comique qui joue régulièrement des anachronismes. Comme dans le 5e élément, chaque petit rôle se voit d'ailleurs attribuer une personnalité, même si ce n'est qu'une seule indication pour pas mettre une scène comique. Comme Ferdinand Chopard, personnage débonnaire qui apparaît en début et fin de film uniquement pour être traumatisé par les aventures d'Adèle qu'il rencontre par hasard. Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II. Tout à fait. Nous restons cela dit dans l'ordre des mythes et légendes qui inspirent Besson. On va nous raconter une histoire avec un grand H, qui d'ailleurs exploite à nouveau les croyances égyptiennes. Pour la musique d'Adèle Blanc-Sec, Eric Serra va travailler des compositions proches du péplum pour les séquences liées à l'Égypte, grosses caisses, gros instruments à cuivre, ensemble de cordes frottées et des instruments typiques à cordes pincées. Un orchestre symphonique assez modeste pour les séquences parisiennes, et un style assez jazz pour les scènes à portée comique, avec contrebasse et violon en pizzicato. Dans The Lady, il va travailler à faire sentir le contraste entre les parties européennes et asiatiques, choisissant des orchestrations d'instruments typiques des deux continents auxquels il va superposer ses propres sons de synthétiseurs pour marquer certaines ambiances, notamment la tristesse ou la gravité. Le choix a également été fait d'incorporer dans la bande-son les musiques composées par le groupe U2, et le générique de fin, comme la séquence des moines, utilise la chanson de Sad, Soldier of Love, également composée en soutien à l'opposante politique. Pour Malavita, encore une fois le moins Besson des Bessons, Eric Serra est à nouveau absent, laissant sa place à Yevgeny Galperine et son frère, jeune compositeur qui offre à la fois des musiques typiques de films mafieux, à grand renfort de mandoline, et des compositions plus modernes et typiques de films d'action. Je dois dire que la musique aide beaucoup à l'ambiance, et c'est sans doute un des meilleurs aspects du film. Adèle Blanc-Sec réunira 1,5 million de spectateurs en France, ce qui est bien mais pas top quand on a fait des entrées comme Besson. Ce sera toujours mieux que l'échec de The Lady. Difficile de savoir si c'est le fait qu'on se foute de son histoire parce que c'est la Birmanie et c'est trop loin ça ne regarde pas, si c'est la haine qui se développe tranquillement en France contre Besson depuis la création d'EuropaCorp, si c'est le fait qu'elle ait été libérée le 13 novembre quand le film est sorti le 30 novembre, et que les gens se sont dit que c'était plus la peine de s'inquiéter, en tout cas je ne pense pas que ce soit le film qui n'a rien d'un étron cinématographique. Toujours est-il que le film fera 400 000 petits spectateurs en France et ne récupérera sur ses 22 millions de budget que 3 malheureux millions. En toute logique cela dit, le film suivant, clairement moins profond et réussi, Malavita, cumulera 2 fois plus d'entrées en France et 78 millions de dollars de recettes mondiales. Une opération donc rentable pour EuropaCorp. La boîte de production de Luc Besson n'a d'ailleurs pas son premier succès en ce qui concerne un film de divertissement dit low cost. Vous savez, ces films que vous reprochez tout le temps à Besson, genre Taxi 1, 2, 3, 4, Taken, Le Transporteur, Wasabi... Eh ben c'est aussi con de les reprocher à Luc Besson que d'attribuer L'Orphelinat à Guillermo del Toro. Oui,
nous allons parler de production. Dès le dernier combat, Besson crée sa propre boîte de production qu'il baptise à l'époque les Films du Loup. Se rappelant un jour qu'il préfère les dauphins, il profite que sa boîte soit rachetée par Gaumont qui le produit depuis ses débuts pour rebaptiser sa boîte les Films du Dauphin. Avec cette société, il coproduit Léon et 4 films d'autres réalisateurs dont peu fonctionnent vraiment. Lorsqu'il présente le projet Taxi, un scénario personnel, Gaumont n'y croit pas. Besson se fâche et les quitte pour lancer Lilou Productions, une société qu'il avait créée depuis 1992, ce qui confirme qu'il pensait depuis longtemps au projet du 5e élément, et qui attendait patiemment qu'il puisse y injecter son argent gagné au fil des succès. Taxi cartonne, suivi de Taxi 2, The Dancer, Exit, Yamakasi et 15 août. Les résultats sont tellement positifs qu'il refonde entièrement sa société sous le nom d'EuropaCorp. Et maintenant vous comprenez pourquoi il y a des dauphins et une femme qui sort d'une chrysalide dans ce logo qui n'a aucun sens sans connaître la vie de Besson. Et il a un projet. Parce que les gens sont toujours très prompts à envoyer chier Besson pour ses productions, sans jamais comprendre 2 secondes qu'il y a une logique derrière tout ça. Comment le pourrait-il d'ailleurs, ignorant tout du système de financement d'un film? Le principe est pourtant simple, faire un film, ça coûte du pognon. Pour pouvoir faire un nouveau film, il faut donc que les films précédents se soient rentabilisés, c'est-à-dire qu'ils aient eu du succès. Et c'est quoi les films qui ont le plus de succès? Le divertissement grand public. C'est là que la méthode Besson est géniale, mais elle est aussi assez cynique. Pour faire de l'argent, il va produire en masse des films au scénario basique, qu'il écrit souvent lui-même, et qui feront des cartons au box-office tout en étant accusés d'être d'immondes daubes. Ce qui motive les accusations de ses détracteurs. Si Besson est si doué, pourquoi n'écrit-il pas des beaux films comme les siens, mais un script au code hollywoodien? Parce que quels sont les films qui ont le plus de mal à rencontrer leur public? Les films d'auteur. Un coup de poker comme Le Grand Bleu, on n'en fait pas 5 par an. Et il en faudrait bien plus que ça pour que EuropaCorp puisse rivaliser avec les studios hollywoodiens. Parce que bizarrement, quand on parle d'EuropaCorp et donc de Besson producteur, on parle du Baiser mortel du dragon, de Wasabi, du Transporteur, de Hitman, de Banlieue 13, From Paris with Love, Colombiana, Lockout. Mais vous en parlez jamais de celui-là! I'm gay! I Love You Philip Morris, comédie déglinguée basée sur l'histoire vraie d'un américain extrêmement doué pour les arnaques et les évasions de prison, où il va faire la rencontre de Philip Morris, l'amour de sa vie. Le projet est porté par Glenn Ficarra et John Reca qui parviennent à tourner le film, mais se font refuser par tous les distributeurs américains, ceux qui mettent le film en salle, au motif que le film est trop gay pour être distribué. Après presque 2 ans de recherche, ils font appel à EuropaCorp qui sort le film sur tous les territoires. Sans Europa, le film serait sans doute soit à chercher encore un distributeur, soit sorti remonté dans une version insipide. Bah oui, parce que si EuropaCorp ne produisait que des films de divertissement populaire en France, elle produirait pas grand chose. Est-ce que vous réalisez seulement combien des films que vous voyez démarrent avec le logo d'EuropaCorp? Parce que si les daubes sont la faute de Luc Besson, qui est le responsable lorsqu'il produit Les Côtelettes de Bertrand Blier, La Boîte Noire de Richard Berry, les films de Tommy Lee Jones, Appelez-moi Kubrick, et Dick Henneck qui fait hurler de rire bon nombre d'entre vous et est presque culte, Ne le dit à personne de Guillaume Canet, l'excellent À l'origine de Xavier Giannoli, des premiers films, des films étrangers comme La Source des femmes, Ah merde, il a produit celui-là aussi. Mais peu importe! Ceux qui lui gueulent dessus pour les films de divertissement, quand est-ce que vous allez lui dire merci pour tous ces projets qui sont trop chers pour la France ou trop marginaux pour les USA? Hein? Quand? Attendez, je m'énerve. Je vais me calmer. Besson est accusé de tuer la création et le cinéma français quand il essaye justement de faire l'inverse. Son raisonnement est cynique, mais il est juste. En produisant du blockbuster basique, il fait des cartons auprès du grand public qui lui servent à récupérer de l'argent qu'il peut ensuite mettre sur des films plus personnels et créatifs, que ce soit les siens ou ceux des autres. Aller chercher l'argent là où il est pour le mettre là où on en perd. On ne peut pas décemment l'accuser de vouloir juste faire de l'argent dans ces conditions. Mais l'idée de Luc Besson ne s'arrête pas à la production. Son projet, c'est de créer un empire qui couvrirait tous les aspects de la création d'un film, de son écriture à sa distribution en salle et en DVD. Il souhaite ouvrir des studios en Seine-Saint-Denis pour y tourner des grosses productions françaises et accueillir les Américains qui donnent du travail aux techniciens français du cinéma. Il veut fonder une école, lui qui a appris le cinéma sur le tas en s'incrustant sur les tournages. Ce projet voit le jour en 2012 quand, après 9 ans de travaux, il ouvre la Cité du cinéma dans une ancienne usine électrique dans laquelle il avait tourné une partie de l'ouverture de Léon. Cela faisait des années que la France avait délaissé le tournage en studio au profit du décor réel, au point que presque tous avaient fermé, et les seuls disponibles étaient trop petits pour les films qui en avaient besoin, d'où le tournage du 5e élément à Pinewood. En clair, on a un mec qui met tout en place pour que la France puisse rivaliser avec les studios américains, ce qui évitera la fuite des talents comme Alexandre Aja, parti aux USA faire du film de genre, et offre la possibilité d'un marché international, histoire d'arrêter de produire des films qui n'ont aucune chance d'exister hors des frontières. Alors oui, forcément on a peur du changement, et si de toute façon il prend de l'argent au passage, c'est forcément que c'est un trou du cul. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire du cinéma populaire? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que ton entreprise réussisse? J'en sais rien. N'empêche, ça vous fera mal si vous le voulez, mais il y arrive. Le démarrage canon de Lucie sur le sol américain en est la preuve.
EuropaCorp est aujourd'hui une société de production qui peut se payer des stars, des gros effets spéciaux, et en plus permet à des projets qui ont peu de chances de se faire d'aboutir dans des bonnes conditions. Je vois pas de quoi se plaindre. Qui plus est, c'est cohérent avec son parcours. Dès ses premiers films, qui voulaient faire de la promotion d'une nouvelle génération, et dans lesquels il défendait un nouveau cinéma esthétique et profond, jusqu'à ses productions anglophones, pourtant systématiquement produites et souvent même tournées en France, en passant par ses films de divertissement, son but a toujours été le même. Participer à l'évolution et l'expansion du cinéma français et déclarer son amour au cinéma à tous les cinémas qui lui ont tant donné. Certes, ces derniers films n'ont pas été de grands succès, encore que leur qualité intrinsèque soit rarement en cause dans leur échec. Si Lucy performe comme prévu au box-office, EuropaCorp aura bénéficié d'une entrée d'argent qui le mettra au niveau de plusieurs studios américains. Pas encore au même rang que les historiques, tels que 20th Century Fox, Paramount ou Warner, mais avec une force de frappe comparable sur le sol américain, ce qui est déjà un exploit. En ce qui concerne le film lui-même, même s'il est vendu comme un blockbuster un peu bourrin, ce qu'en dit Besson laisse à croire qu'il y aura plus que cela. Je vais profiter de cette tribune pour répondre à 2 attaques régulières. Non, ce n'est pas Limitless. Limitless, c'est l'histoire d'un homme qui prend une drogue qui booste son intelligence pour améliorer sa vie. Lucy se fait injecter une drogue qui booste ses capacités cérébrales au point de développer en elle des capacités surhumaines, et toute la question est de savoir si elle pourra toujours être considérée comme humaine lorsque son cerveau sera activé à 100%. À ce propos, le film se base sur l'idée reçue que l'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Une thèse qui n'a pas été invalidée, elle a été précisée. Nous utilisons en fait rarement plus de 10% de notre cerveau en même temps. Toutes ces parties sont actives, mais uniquement lorsqu'elles sont nécessaires. On peut donc toujours accepter cette affirmation, même si elle est bancale. Mais si vous vous en tenez à ça, on fait pas de film sur le voyage dans le temps, puisque ça n'existe pas. Les 10%, c'est un prétexte. Tout le monde est censé s'en foutre que ce soit vrai ou non, tant que c'est le prémisse nécessaire à l'histoire du film. Activer 100% d'un cerveau qui fonctionne par zone, ça ne change rien puisqu'on sait déjà à quoi servent les zones individuellement. Activer à 100% un cerveau qui n'utilise que 10% de ses capacités, ça crée Lucy. Et si le film est bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le prémisse soit faux? Je vous invite à voir la filmographie de Besson si ce n'est déjà fait, y compris son documentaire musical Atlantis dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas une œuvre de fiction. Si vous pensez toujours que Besson est la pire chose qui soit arrivée au cinéma français, vos goûts cinématographiques sont nuls, votre culture cinématographique est nulle, et je vous emmerde tous. Si vous avez un problème contre Besson l'homme, je ne sais pas quoi dire.